Donc, comme cela a été indiqué, je m'appelle Dany Straté, je viens de l'UTC et je suis titulaire d'une chaire sur les objets biomédicaux connectés de Sorbonne Université qui inclut l'Université Pierre-et-Marie Curie, l'UTC, Paris 4 et d'autres universités. Donc, ma présentation d'aujourd'hui va tourner autour des objets connectés. Je vais commencer par vous présenter brièvement les travaux qu'on fait dans le cadre de la chaire, va vous présenter surtout le contexte dans lequel se situent ces travaux-là, et après deux exemples sur deux axes différents. Un exemple sur ce qui est la détection de situations de détresse pour les personnes âgées, et un deuxième sur les serious games, les jeux sérieux pour la rééducation fonctionnelle. Donc la chaire eBiomed a été créée en septembre 2014 par Sorbonne Université dans le cadre d'un axe orienté sur la e-santé de l'Institut universitaire de l'ingénierie en santé, qui réunit tous les laboratoires qui font des travaux en e-santé de Paris-Sorbonne, avec un objectif, c'est de voir comment on peut utiliser les technologies de connexion qui existent aujourd'hui sur la plupart des objets connectés pour faire des objets biomédicaux donc qui servent la médecine. Les trois grands axes sur lesquels on travaille dans le cadre de la chaire sont le grand âge avec tout ce qui concerne détection de situations de détresse en utilisant différentes techniques, des techniques sonores ou des techniques de type radar. Tout ce qui concerne après un accident, donc la rééducation fonctionnelle qui peut être de type physique ou rééducation de la déglutition dans le cas de AVC, et aussi avec une étude de la combinaison de la robotique avec les différents capteurs pour la même thématique. Au niveau des grossesses à risque, je continue des travaux qui se font depuis 20 ans à l'UTC sur la détection de l'accouchement prématuré en utilisant des signaux électromyographiques dans l'idée de transformer ces recherches dans un dispositif qui pourra être embarqué et mis à domicile. Et troisième axe que je viens de commencer sur les maladies chroniques et surtout qui visent le diabète et les maladies cardiovasculaires et l'utilisation des objets connectés d'aujourd'hui pour pouvoir déduire plus de corrélations entre la vie de tous les jours et l'évolution de ces maladies. Donc je vais commencer par le contexte. Le contexte de mes travaux se trouve entre trois grandes thématiques. Une première qui est l'intelligence ambiante en français ou ambient assisting living en anglais. C'est une notion qui est apparue dans les années 90. Il y a plusieurs définitions qu'on trouve, mais l'idée c'est de concevoir des systèmes d'assistance qui peuvent être de type environnement intelligent avec le but de compenser les limitations fonctionnelles des personnes avec de la technologie, mais aussi j'attire l'attention avec des services, parce qu'avec la technologie, on peut identifier, on peut aider au niveau des limitations, mais il y a toujours besoin d'un service derrière, il y a toujours besoin d'une intervention humaine, et donc la technologie ne peut pas servir s'il n'y a pas le service qui se trouve derrière cette technologie. Deuxième contexte, c'est la e-santé ou le e-health ou la santé numérique. On trouve plein de termes aujourd'hui pour définir ce domaine, à savoir que donc, la e-santé, c'est quelque chose de très large. C'est l'utilisation de toutes les technologies de communication pour les appliquer au domaine médical. Donc c'est très large, ça inclut la télémédecine, mais qui est un domaine bien particulier et bien défini à l'heure actuelle, mais ça inclut tout ce qui est prévention, ça inclut le dossier médical personnalisé, ça peut inclure la domotique, parce que la domotique finalement nous aide à compenser différentes limitations, ça nous donne du confort, mais ça peut aider aussi les personnes qui ont des limitations. On a des thématiques toutes nouvelles comme les textiles intelligents qui vont se développer de plus en plus à l'heure actuelle. Dans la e-santé, on a aussi tout ce qui est forum, par exemple Doctissimo, ça fait partie de la e-santé, et tout ce qui est applications mobiles. Là, on a une explosion d'applications mobiles qui ne sont pas toutes utiles ou correctes, parce qu'il n'y a pas à l'heure actuelle un label qui permet d'identifier correctement quelles sont les applications mobiles utiles, mais ça fait partie de la e-santé.
Et donc, au niveau de la e-santé, on a un domaine bien plus particulier qui est la télémédecine, qui est défini comme l'utilisation de nouvelles techniques de l'information et de communication, mais pour des applications médicales. Ça veut dire qu'il y a un cadre de santé, un cadre médical qui est toujours impliqué dans la boucle. C'est ça qui fait la différence entre la e-santé et la télémédecine. En télémédecine, on a toujours un médecin qui intervient. Et donc en télémédecine, on a des applications principalement de type téléconsultation, téléexpertise. Ça veut dire faire de la consultation des patients à distance ou faire des échanges entre les experts de type médicaux à distance en utilisant les technologies de communication. Et la télésurveillance dans le sens où on peut suivre des mesures physiologiques par des médecins à distance à partir du domicile ou à partir par exemple des EHPAD ou même à l'hôpital, ça peut être utile. Donc voilà, c'est ça le cadre de mes travaux de recherche. Maintenant, je vais introduire rapidement les objets connectés. Les objets connectés qu'on connaît tous maintenant à l'heure actuelle, il y a plein, mais la majorité des objets connectés que vous trouvez sur le marché visent le domaine bien-être et très peu le domaine biomédical, avec une explication qui est que pour devenir objet de type biomédical, il faut avoir une certification de type dispositif médical qui est beaucoup plus longue, et comme c'est un marché qui bouge très vite, on préfère rentrer au début par le côté bien-être. Donc un objet communicant, un objet connecté, généralement sa fonction c'est de faire des mesures de paramètres physiologiques et après de les transmettre à distance, et généralement tous les traitements sont faits dans le cloud et les résultats on peut les afficher soit sur un téléphone, une tablette, sur le web. Peu importe. Donc au niveau des objets qui ont été créés au tout début pour le mesure de soi-même ou le quantified self, dans l'idée d'aider finalement la prévention, de faire en sorte que les personnes prennent connaissance de leur santé. On trouve depuis les balances connectées, les montres connectées qui permettent de mesurer principalement l'activité physique, mais on peut mesurer maintenant le pouls ou même la concentration en oxygène assez facilement avec ces différents capteurs. Et on commence à avoir des dispositifs qui sont plutôt dispositifs médicaux, comme les tensiomètres, comme les glucomètres connectés, qui vont simplifier et qui simplifient finalement la vie des malades. Un rapide passage au niveau de l'architecture. Donc un objet connecté, de quoi il est composé? Il est composé de plusieurs capteurs qui se trouvent dans le système embarqué, qui doit être de petite taille. On fait un petit traitement du signal pour réduire la quantité de données sur l'objet connecté en lui-même. Et après, toutes les données sont envoyées vers le cloud à travers un modem. Donc ce modem, ça peut être le téléphone, ça peut être une tablette, qui sert finalement seulement de moyen pour envoyer les données dans le cloud. La plupart des calculs et des estimations, des statistiques sont faites dans le cloud, et après ça revient sur le téléphone ou sur la tablette pour avoir l'affichage de ces données-là. Donc le fait que toutes les données sont traitées dans le cloud est un avantage parce qu'on peut faire des calculs très complexes et on peut gérer finalement beaucoup plus de données, mais ça peut être aussi un frein au niveau biomédical parce que ça veut dire qu'on ne sait pas où se trouvent les données et on ne respecte pas forcément les normes pour les données médicales. Je vais passer à vous présenter maintenant les deux de mes recherches qui concernent ces objets. Donc une première qui concerne la détection de détresse et de chute en utilisant l'environnement sonore finalement, et une deuxième qui concerne les jeux sérieux pour la rééducation fonctionnelle. Donc on sait tous que le problème de la détection de chute, détection de situations de détresse des personnes âgées est un problème qui est ouvert. On trouve plein de capteurs à l'heure actuelle, mais chacun a ses avantages et ses désavantages. Les capteurs qui sont présents au niveau commercial, les plus présents sur le marché, c'est les boutons poussoirs qu'on porte sur soi, qui ont le désavantage qu'il faut les porter, qu'il faut qu'elles soient chargées et qu'il faut qu'au moment où on tombe, on soit conscient pour pouvoir appuyer sur le bouton. Après, on commence à trouver aussi d'autres dispositifs plus intelligents qui peuvent détecter la chute automatiquement, comme des montres basées sur des accéléromètres, mais qui ont toujours l'inconvénient qu'on doit les porter et qui ont aussi des problèmes sur certains types de chutes, les chutes qu'on appelle de type molle. Ça veut dire que la personne est à côté des murs, elle va tomber lentement, donc il n'y a pas d'accélération. C'est pour cela que nous, on s'est orienté à utiliser plutôt des capteurs d'environnement pour pouvoir identifier ces situations.
Le plus facile, c'est la caméra vidéo parce qu'on a le plus d'informations, on pourra détecter la chute très facilement. Il y a des solutions commerciales qui sont proposées avec des caméras, mais le grand désavantage, c'est que c'est très intrusif et donc pas accepté par les personnes. Et surtout sur le fait que la chute et la détresse, on doit la détecter dans toutes les pièces de la maison. Et il y a une bonne partie des chutes qui ont lieu dans la salle de bain. Donc, et là, la caméra va pas passer. Donc nous, on s'est orienté sur utiliser le son qui est un peu moins riche en informations et un peu moins intrusif que l'image pour pouvoir détecter non seulement la parole sur laquelle il y a eu beaucoup de recherches, mais détecter des sons qui peuvent indiquer une situation de détresse et aussi au niveau parole reconnaître seulement ce qui est expression de détresse. Finalement, parce que c'est seulement ça qui nous intéresse et donc pour éviter d'être intrusif, on ne va pas faire une reconnaissance de la parole en continu. Donc le système sur lequel on travaille, il est composé de plusieurs étapes. L'idée, c'est d'avoir un microphone dans chaque pièce, de traiter ce signal en continu pour pouvoir détecter des situations de détresse en continu. Donc pour faire cela, on va le faire en plusieurs étapes. Ça veut dire en première étape dans laquelle on va essayer seulement de savoir s'il y a quelque chose d'utile dans le signal pour éviter à faire des traitements lourds en permanence. Et après, on va avoir une classification qui va être de type hiérarchique pour diviser la première fois le type de signal qui a été récupéré en son ou parole, parce que le traitement il est complètement différent en fonction de sa source. Donc la parole, on a des traitements qui sont vraiment liés à la production de la parole. Les sons sont produits par l'environnement, peuvent être produits par la personne parce qu'on considère que l'atout, le ronflement, les cris sont aussi des sons. Donc pour les sons, on peut avoir deux sources, l'environnement ou la personne. Donc on va les traiter séparément et différemment par rapport à la parole. Donc le système a une première partie qui ne fait que détecter s'il y a un signal utile. Et qu'est-ce que c'est un signal utile? Qu'est-ce que c'est du bruit dans notre application? Pour nous, un signal utile, c'est toujours impulsionnel et de courte durée. Parce que finalement, si on réfléchit, tous les sons qui peuvent indiquer qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe, c'est des sons impulsionnels. C'est un objet qui tombe, c'est un cri, c'est un bruit de verre, donc tout est impulsionnel. Et tout ce qui est stationnaire et de longue durée, finalement, c'est des sons qui ne sont pas importants par rapport à l'application. Par exemple, de l'eau qui coule ou la radio qui est démarrée, le sèche-cheveux qui est démarré sont des sons de plus longue durée et sur lesquels on veut bien détecter s'il y a un autre son impulsionnel qui vient se superposer. Donc la première étape de notre système concerne à détecter principalement tout ce qui est son impulsionnel. Dans une deuxième étape, on va essayer de réaliser une classification. Ça veut dire, dans le système, on va apprendre différents types de classes de sons et on va essayer de classifier le son qui a été identifié comme faisant partie d'une de ces classes-là. Donc à l'heure actuelle, on a une base de sons qu'on a enregistré, récupéré sur des sons, des effets de film et sur d'autres environnements, qui est composé de 18 classes de sons qui sont présentées dans le tableau ici, avec des tailles et des qualités de signal qui sont très différentes, qui rajoutent une contrainte au niveau des algorithmes de reconnaissance, mais qui sont vraiment adaptés par rapport à la réalité de tous les jours. Donc une des problématiques sur la reconnaissance de son, c'est le fait qu'on a une grande variabilité du type de son en fonction de l'appartement, de l'endroit où on s'installe. Deuxièmement, c'est au niveau de l'amplitude et de la qualité du signal, parce qu'on ne va pas pouvoir installer beaucoup de microphones, donc on aura peut-être un seul microphone par pièce. Ça veut dire qu'on aura une qualité de signal variable en fonction de la distance entre le microphone et le son. Donc sur cette base de données, on a appliqué différentes méthodes. Donc, on a commencé par appliquer les méthodes de l'état de l'art qui se passent sur de la modélisation statistique, donc sur des modèles de mélange de gaussiennes. Et sur cette base, on a un taux de reconnaissance d'à peu près 61% avec donc, les méthodes de l'état de l'art. Et après, on a développé et proposé d'autres méthodes. On a combiné les SVM avec les méthodes basées sur la modélisation gaussienne. Et on a amélioré nos résultats jusqu'à 75% de bonne reconnaissance.
Si on fait une analyse classe par classe, ce qu'on a constaté, c'est qu'on a des classes qui sont très très bien reconnues, ce qu'on s'attendait parce que elles ont des caractéristiques assez spécifiques, comme tout ce qui est moteur électrique, qui ont du 50 Hz qui va être présent, donc c'est ça qu'on va reconnaître. Et il y a d'autres classes qui sont moins bien reconnues, comme les classes par exemple qui proviennent de l'humain, comme la toux, la respiration. Et pour cela, on est allé à utiliser une autre approche pour essayer d'être un peu plus performant au niveau des performances. Et donc, dans le cadre d'une thèse de doctorat à CIFRE qui est réalisée avec une start-up parisienne, on utilise une approche de type e-vecteur qui se base sur les GMM, mais qui tient compte aussi de l'environnement et qui va essayer de traiter et d'éliminer l'influence de l'environnement sur le signal qui est mis en reconnaissance. Donc ça, c'est un premier avantage de cette méthode. Et deuxième, on a aussi hiérarchisé encore la reconnaissance des différentes classes sonores. Parce que comme on a vu, il y a beaucoup de confusion au niveau des sons humains. Donc on a sorti les sons humains des autres sons, on les a plus classifiés au même niveau. On a fait une classe qui contient tous les sons d'origine humaine et on a fait une première classification, premier niveau, entre les autres classes et la classe des sons humains. Et une fois qu'on a reconnu qu'il s'agit d'un son humain, on change de paramétrisation, donc d'analyse de ces sons, et on refait une classification qui va identifier quel type de son humain a été reconnu à un moment donné. Et cela nous permet d'améliorer nos résultats et d'arriver jusqu'à 82% de bonne reconnaissance sur ces types de sons. Donc l'idée étant que les performances finalement de reconnaissance baissent en fonction du niveau où on se trouve dans l'échelle de reconnaissance, mais toutes ces informations finalement vont servir s'il y a un système de fusion de données avec d'autres types de capteurs, parce qu'on ne pourra pas utiliser que du son, il va pouvoir utiliser cette information, savoir que c'est un son humain avec une bonne précision. Après, on va identifier que s'il s'agit d'une toux ou d'un cri avec une moins bonne précision, mais tout ça peut être intégré dans un algorithme de fusion de données. Et donc à l'heure actuelle, dans le cadre d'un projet FI qu'on a avec Legrand, on a intégré cet algorithme sur une carte embarquée de type Raspberry Pi et on essaye de faire ça plutôt dans des EHPAD avec une surveillance en continu du son pour identifier les sons de la vie courante qui sert à la fois à détecter de la détresse, mais aussi à détecter les activités de la personne à l'intérieur de l'EHPAD ou à domicile. Deuxième axe concerne les jeux sérieux pour la rééducation fonctionnelle. C'est des travaux qui sont menés dans le cadre d'une thèse de doctorat qu'on encadre à l'heure actuelle entre l'UTC et l'Université de Pierre et Marie Curie, le laboratoire d'électronique, L2E, sur la réalisation d'un jeu sérieux permettant d'effectuer des exercices à domicile mais en sécurité. Donc le contexte, c'est le fait qu'on sait qu'aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de kinés en France et surtout leur répartition sur le territoire est non uniforme, ce qui fait qu'on n'arrive pas à avoir un nombre suffisant de séances de rééducation chez le kiné. Et donc notre idée, c'est de transférer une partie de ces séances de rééducation à domicile pour pouvoir faire finalement le nombre nécessaire. Mais tout ça avec une sécurité, ça veut dire être capable d'indiquer au patient s'il effectue correctement le mouvement ou sinon qu'est-ce qu'il doit corriger. Donc pour cela, on a intégré un système à base de caméra Kinect, donc une caméra 3D qui nous permet de localiser la personne à l'intérieur de la maison et qui nous permet finalement d'intégrer la personne dans la réalité virtuelle, donc dans le jeu, pour avoir aussi un aspect ludique au niveau des exercices. Mais on a constaté que la précision finalement de mesure de certains angles de mouvement de la personne n'est pas toujours suffisante. Ça veut dire qu'elle est au maximum elle peut baisser jusqu'à 15 degrés de précision. Et les médecins ont besoin, s'ils veulent faire une évaluation des mouvements qui sont effectués par la personne, de moins 5 degrés de précision au niveau des différents angles. Donc pour cela, on a rajouté d'autres capteurs, donc des centrales inertielles, pour pouvoir améliorer la mesure des angles seulement sur les parties qui sont intéressantes pour le patient en question.
Donc, on a réalisé ce jeu sérieux qui, après, il est connecté par Internet pour que le kiné puisse avoir les rapports des exercices, mais aussi pour qu'il puisse changer éventuellement les exercices en fonction de l'évolution du patient. Donc, on travaille principalement avec le CHU de Limoges, avec un laboratoire de recherche qui se trouve au CHU de Limoges. Et en discutant avec eux, on a développé 2 scénarios de jeux sérieux. Un qui est dédié plutôt pour la partie basse, donc pour l'exercice au niveau des pieds. Donc, c'est le jeu de foot dans lequel, en bougeant le corps, on arrive à bouger la cible noire pour pouvoir cibler un des 2 cônes. Donc, c'est un jeu de foot, mais le but, ce n'est pas de marquer des buts, c'est de faire tomber les cônes. Et donc, on doit bouger le corps pour cibler les cônes. Et après, on doit tirer avec la balle, mais seulement quand on a ici un petit curseur qui bouge entre rouge et vert, et seulement quand il est en vert, on doit tirer. Donc ça suppose qu'on a des exercices physiques au niveau des pieds, mais ça demande aussi un exercice cognitif pour se synchroniser par rapport à cette indication. Donc ça, c'est le premier scénario qui a été développé. Et le deuxième concerne les bras. Donc on a un jeu dans lequel on doit déplacer une fleur de gauche à droite. Et là, on fait travailler finalement les bras de la personne. À savoir qu'on a eu aussi des études au niveau acceptabilité du jeu. Et on a constaté qu'on a certains patients qui nous disent qu'ils préfèrent avoir plutôt une approche de type exercice. Donc, comme on avait fait au début, on avait seulement l'avatar et on indiquait les exercices à faire plutôt qu'un jeu, parce qu'il y a des patients qui peut leur sembler que c'est un jeu et c'est pas sérieux. Donc, on a dans notre proposition la partie jeu sérieux, mais aussi la possibilité de travailler avec un avatar. Donc, on a évalué ces 2 scénarios au CHU de Limoges, avec 10 sujets sans, ça on l'a fait à l'UTC avec des étudiants, avec 10 patients au CHU de Limoges. Et on a évalué à la fois l'utilisabilité du jeu, mais à la fois aussi comment les personnes se sentent dans le jeu et leur évolution, parce qu'ils l'ont fait à plusieurs reprises le même jeu. Et on a vu une amélioration des performances de ces patients. Donc, on a fait 2 évaluations, une l'année dernière, une cette année, et après chaque évaluation, donc on a fait évoluer notre jeu. Concernant la précision, donc on fait une fusion de données à l'heure actuelle entre les données qui viennent de la Kinect et les centrales inertielles, qui sont des capteurs de type Chimère, pour arriver à avoir une bonne précision sur certains angles de la personne. Mais ce qu'on a constaté, c'est que l'installation de ces centrales inertielles, on a besoin de mettre 2 pour avoir la mesure d'un angle, par exemple au niveau du bras. Ça peut poser problème en fonction du patient. Donc à l'heure actuelle, en discutant avec les médecins, l'idée c'est plutôt d'avoir à la maison que la Kinect et pouvoir faire l'exercice et avoir un retour sur la qualité de l'exercice. Et quand on y va chez le cabinet du kiné, pouvoir installer aussi les centrales inertielles et cette fois-ci avoir une évaluation de l'avancement du patient avec une bonne mesure. De toute façon, le système de fusion de données basé sur un filtre de Kalman, il est fait de telle manière qu'il peut fonctionner seulement avec la Kinect ou en rajoutant 1, 2, 3 capteurs de type centrale inertielle. Il s'adapte en fonction des capteurs qu'on va installer. Donc, on a évalué notre fusion de données avec un système de référence. Donc, on a utilisé tout simplement un goniomètre et on a évalué les différentes précisions obtenues. On voit que la Kinect qui est en vert, elle a beaucoup plus d'erreurs que le système fusionné ou le système qui se base que sur la centrale inertielle, ce qu'on s'attendait. Mais ce qui est intéressant, c'est que en fusionnant les centrales inertielles avec la Kinect, on arrive quand même à améliorer un petit peu le résultat qui venait seulement des centrales inertielles tout seul. On a travaillé aussi la partie interface. Donc on a une partie interface pour l'expert pour qu'il puisse choisir les jeux que la personne doit faire, les exercices, le nombre d'exercices qu'il doit effectuer. Et ça a été testé aussi avec des médecins. Et on a travaillé aussi l'interface pour le patient pour qu'elle soit la plus simple possible. Et il y a une partie de paramétrisation où on peut indiquer si on installe des capteurs de type centrale inertielle et sur quel endroit du corps. Et comme ça, le logiciel s'adapte automatiquement aux capteurs qui ont été installés. Voilà. Et pour finir, donc les objets connectés.
Sont été créés aujourd'hui plus pour la domotique, le bien-être, mais on commence à avoir de plus en plus des objets qui deviennent des dispositifs médicaux et qui peuvent apporter une information médicale, surtout au niveau ambulatoire, parce que ce qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant, les médecins, on n'avait que les mesures quand on y va dans le cabinet du médecin. Maintenant, avec tous ces objets, on pourra avoir une information continue sur la vie de tous les jours et donc une information non biaisée parce qu'on sait tous qu'il y a l'effet de blouse blanche qui stresse le patient et qui peut faire changer les différentes mesures. Et on voit aussi que les institutionnels commencent à en tenir compte, par exemple au niveau de l'ARS de Hauts-de-France, dans le plan des 4 années à venir, on a inclus la partie objets connectés pour la médecine. Je vous remercie. S'il y a des questions. Merci Dana pour cette très belle présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Merci. Sur la première partie de l'exposé, sur la détection à partir du son de signaux de détresse ou de chute, est-ce que tu as prévu de personnaliser l'apprentissage? J'imagine que c'est très contexte dépendant. Les sons de la vie courante, selon l'endroit où on se trouve, selon la personne. Est-ce qu'il est prévu un apprentissage en ligne ou alors est-ce que c'est du pré-apprentissage qui s'adapte? On a passé à ce sujet-là et à l'heure actuelle, on va tester le système chez la personne âgée avec la start-up. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir enregistrer au début, quand on installe le système, quelques signaux de différents types de sons qu'on veut reconnaître et de faire une adaptation du système. Et après, plus tard, ça n'a pas été intégré, mais on peut aussi envisager un système qui apprend tout le temps, une fois qu'on a la reconnaissance des différents sons. Mais ça demande finalement de passer par le cloud pour pouvoir faire cet apprentissage. Et pour l'instant, on a tout limité sur le système embarqué pour éviter la partie intrusivité et passage des données par Internet. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Oui. Pour les jeux sérieux, vous avez mesuré l'amélioration. Quelle est la durée de l'expérience ou bien du test? Le test a duré 20 minutes par patient et par contre, on a fait ça que sur une semaine parce qu'on n'a pas pu mobiliser plus de temps les patients. Donc pour l'instant, l'amélioration a été mesurée sur une semaine. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet? Dans votre introduction, vous avez fait un benchmark un peu de toutes les solutions. Est-ce que vous avez identifié des technologies radar qui sont utilisées en complément de celles que vous avez citées? Je travaille sur des techniques de type radar. Il y a des techniques radar qui existent à l'heure actuelle basées sur de la mesure radar en ultra large bande à 5 GHz, par exemple. Nous, avec le laboratoire d'électronique de Paris 6, on essaie de développer un radar Doppler à 60 GHz avec l'avantage du fait qu'on a une meilleure précision de mesure, que ça passe pas par les murs, donc on reste dans une pièce. Et surtout, ça nous permet de mesurer à la fois le pouls et la respiration, en plus de la localisation de la personne. Donc on travaille sur ces techniques-là qui sont moins intrusives que la caméra et le son. Bonjour, pour la seconde solution, les tests ont été effectués sur des patients en phase chronique ou des patients en phase subaiguë? On a travaillé sur des personnes post-AVC et des paraplégiques. Est-ce qu'il y a une autre question? Bonjour monsieur, vous mentionnez dans votre conclusion des études cliniques réalisées avec des objets connectés. Il y a plusieurs exemples ou ça reste encore assez marginal? Je sais qu'il y a eu des études cliniques avec WeThings au niveau du sud de la France en utilisant leurs objets connectés et qu'il y a d'autres études cliniques qui sont en cours sur les différents objets connectés, oui. Mais c'est vraiment au début. Est-ce qu'il y a une dernière question? Allez, toute dernière. Bonjour, vous avez mentionné que la plupart des traitements se faisaient dans le cloud. Est-ce que vous êtes en train de regarder des techniques de edge computing ou voir des techniques de modélisation sémantique qui peuvent être ramenées
proche du edge, voire quasiment dans le concentrateur de données qui est directement associé au capteur, étant donné qu'on a des devices embarqués comme des Raspberry Pi ou même la box qui sont de plus en plus puissantes et qui pourraient intégrer par exemple des systèmes d'apprentissage. J'ai mentionné que les objets qui existent dans le commerce à l'heure actuelle, la plupart, je dirais 90%, utilisent le cloud. Mais nos développements à nous, on essaie de garder les données chez le patient. Et donc, pour le son, on utilise une Raspberry Pi pour faire tous les traitements. Et ce qu'on envoie, c'est seulement la date, l'heure et le type de son qui a été reconnu. Donc, on garde la confidentialité des traitements. Et on voit aussi qu'il y a des objets, par exemple au niveau mesure d'activité physique, vous trouvez une montre qui s'appelle Actigraph, qu'on ne trouve pas en commerce classiquement, mais qui est fait plus pour le domaine médical, qui garde les données dans la montre et qu'on les télécharge. Après 3 mois, on peut tout télécharger ou tous les jours comme on veut. Donc cette approche à garder les données au niveau du domicile existe, mais pas sur le grand public. Sur le grand public, on préfère récupérer les données dans le cloud parce que je pense que le constructeur préfère aussi avoir toutes ces données-là pour pouvoir faire des statistiques. Merci Dan. Une dernière question, Dan, puisque tu travailles sur les objets connectés donc pour la e-santé. Nous, donc, on commence à travailler sur ce sujet à Paris, au LIMSI, à Paris-Saclay, il y a pas mal de travaux. Et on est confronté toujours au problème d'accès aux patients. Est-ce que toi aussi tu es confronté à ce problème? Est-ce que tu as d'ailleurs, cette question peut s'adresser aux autres collègues qui vont en passer après. Est-ce que tu as trouvé une façon d'être efficace sur ce problème? C'est un vrai problème parce qu'avoir accès aux patients et surtout pouvoir mettre en place les études cliniques, ça veut dire passer par les CPP et tout ça qui est assez long. J'ai l'avantage en étant à Sorbonne Université d'avoir un accès à l'hôpital Pitié-Salpêtrière et de pouvoir par cet intermédiaire pouvoir gérer certains tests ou en travaillant des hôpitaux quand je travaille avec l'hôpital de Limoges et leur laboratoire à Vaillé, qui nous permet d'avoir un accès aux patients un peu plus simplifié. Mais ça demande toujours beaucoup de temps pour la mise en place de l'expérimentation et surtout du CPP. Sur un projet ANR, on a travaillé sur la déglutition après un AVC. Ça nous a pris plus d'1 année pour avoir le CPP et pouvoir démarrer les tests. 1 année pour obtenir un CPP? D'accord. Pourquoi il y avait quelque chose de particulier par rapport à vos objets connectés ou c'est juste la mesure en général, c'est ça, c'est simple. C'était pas que des objets connectés parce qu'on étudiait la déglutition globalement, donc il y avait de l'échographie, de la fluorescence à faire, en plus des objets connectés, et surtout c'était du multisite, donc il y avait 4 hôpitaux intégrés dans le projet. Ça c'est le pire exemple. D'accord. Sinon ça peut marcher plus vite. Ça peut vite. Encore merci, on peut applaudir Dan une dernière fois. Merci Dan.